Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Tifauge. Aujourd'hui, sous le soleil, avec un petit peu de froid quand même, on accueille Hervé Louboutin. Un homme, comment je vais le présenter, Hervé? Hervé est un journaliste sans concession. Aujourd'hui, il est retraité. Il a une vie au sein de Vendée Matin. Il est originaire de Bretagne. Il a fait ses études à Nantes. Il a plusieurs vies, forcément, quand on a ce parcours-là, entre Vendée Matin et le Nouvel-Ouest, qui est un journal qui, à l'époque, il a fondé. Il a aussi participé à la fondation du Puy du Fou, les amis, avec Philippe de Villiers, et il nous en parlera certainement. Avec lui, nous allons aller nous promener du côté de Mortagne-sur-Sèvre, au jardin de la Cure. C'est encore un lieu des guerres de Vendée, un fait historique sur lequel il aime aussi à parler et à deviser, notamment dans un livre qui s'appelle Mai 68, chez Louis XVI, qu'il va nous détailler. C'est un roman, mais c'est le roman de sa vie. Hervé, bonjour. Bonjour Hervé. Quelle joie. Plaisir partagé. D'avoir à mes côtés un journaliste que tu connais bien. Oui. Voilà, puisque je l'ai dit dans l'introduction que tu connaissais bien la Vendée, et bien la Bretagne, ce soir. Et bien Nantes également. Alors, où va ton cœur? Il y a un double cœur en Vendée, et on est du côté de Nantes, ou on est en Bretagne avec toi. Ton cœur, il est où aujourd'hui? Mon père est finistérien, Oui. de Quimper et de la presqu'île de Crezon. Ouais. Et maman, ils sont décédés tous les deux, et de Noirmoutier. D'accord. Donc le Utrique Fidelis, je le situe dans le sillage paternel et dans le sillage maternel. Nantes, c'est pas mal quand même. Oui, il y a des Vendéens. Nantes, c'est pas mal. Mais les Vendéens n'ont jamais réussi à conquérir la ville. Bon, on va continuer à échanger en voiture, on va aller se promener tous les deux, on a plein de choses à se dire avec un journaliste, un vrai, en voiture. Je trouve, mais on aura l'occasion d'y revenir, que tu es un homme sans concession. Alors, complètement. C'est quoi un vrai journaliste pour toi? Eh bien, un vrai journaliste, moi qui le suis devenu un peu par hasard, après la mort d'un de mes amis, auquel je rends hommage dans mon roman. Oui, Antoine. Antoine, tout à fait. Un vrai journaliste, d'abord, c'est quelqu'un qui aime les hommes et les idées, je pense, qui est curieux. Je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas c'est la conception des choses, a la passion de la vérité et pas de l'idéologie. Oui. Croit plus à la vérité qu'à l'idéologie. Mm-hmm. Et c'est ce qui reste peut-être un peu d'une forme de journalisme que j'aime bien, c'est-à-dire plus les faits que les commentaires. Oui. Même si je sais que le commentaire est nécessaire pour l'éclairage à donner aux faits. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut bien séparer les choses et que tant qu'on n'a pas bien montré les faits, on ne peut pas faire un bon commentaire. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la profession? Je crois qu'elle est... J'ai prévenu que tu étais sans concession. Ah ben totalement, je pense que j'ai l'âge que j'ai, donc je peux, avec la carrière que j'ai eue, entre guillemets, petit C, juger les choses. Je pense que, d'abord, le monde du papier qui a été le mien est en train de disparaître. Malheureusement, c'était l'autorité un peu de la chose imprimée. Je me rappelle de ma grand-mère à Nantes qui se faisait lire Presse Océan, La Résistance de l'Ouest, et qui me disait toujours, c'était bien avant que je veuille devenir journaliste, elle me disait toujours, Hervé, tu as bien entendu, c'est dans le journal, donc c'est la vérité. Ouais. Et j'avais beau lui expliquer, lui dire, mais grand-mère, c'est pas forcément la vérité, il peut y avoir d'autres choses. Elle me dit, non, pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut prendre des choses. Ça a été imprimé, donc c'est vrai. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire, je veux dire. Quand on sait les manipulations qu'il peut y avoir dans le journalisme, que les faux semblants, et même les choses qui font d'un mensonge une vérité, et les manipulations dont j'ai parlé, moi je les ai vues faire, ces manipulations par idéologie, et moi je ne l'ai jamais supporté. Mai 68, chez Louis XVI, aux éditions des Chantuseries. Alors, les Chantuseries, c'est l'ami Bertrand Elie-Gems. Voilà. Et qui Bertrand, a été un de tes journalistes. Oui, Bertrand. À Vendée Matin. Moi, je l'ai connu à Vendée Matin il y a 20 ans. On a démarré ensemble. D'accord.
Il a travaillé, je crois, à Nantes. Après, on s'est beaucoup vu quand j'avais créé le bureau des Herbiers. Parce que comme on venait de créer le Puy du Fou, je m'étais dit que Vendée Matin, à l'époque, n'avait pas une présence suffisante sur l'axe Montaigu-les Herbiers. Et on a ouvert une rédaction à Montaigu, une rédaction aux Herbiers. Oui. Et on a fait, vraiment, ça a été un grand succès. Parce que le son de cloche que l'on donnait tous les matins, c'est le rôle d'un quotidien, n'était pas celui du confrère. Et c'est ça qui est bien dans le pluralisme, c'est qu'on vend plus de journaux et on gagne plus d'argent avec la publicité parce qu'il y a une concurrence. L'absence de concurrence, ça s'appelle la pravda. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui arrive tous les matins et qu'on doit prendre comme la pensée unique. C'est-à-dire... Et alors ensuite, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a également une compétition rédactionnelle. C'est que quand on est dans un schéma de pluralisme, ce dont ne parlera pas un titre, l'autre en parlera. Parce qu'il y a une vraie compétition, il y a une vraie émulation. Les salles de rédaction des journaux en monopole aujourd'hui sont ternes. Oui. Elles sont ternes parce qu'elles couvrent ce qu'elles veulent, ça leur fait plaisir, ça leur fait pas plaisir. Mais je le vois aujourd'hui, parce que je continue à lire évidemment les journaux de près. Je le vois à Nantes, notamment, où véritablement il y a aujourd'hui une déperdition dans cette multiplicité d'informations qu'il y avait autrefois. Pourquoi tu as ressenti le besoin de raconter ton parcours et ta vie avec mai 68 chez Louis XVI? L'âge venant, j'ai 4 enfants. Je trouve que c'est bien de leur laisser ce témoignage paternel. Oui. Et également parce que je l'avais promis à cet ami qui m'a permis de devenir journaliste. Il est mort à 20 ans, il voulait être prêtre, ce qui était une aventure. Antoine, c'est son vrai nom Antoine, et son nom de famille Hervouette. Antoine Hervouette. D'accord. Et j'ai repris, en fait, j'étais étudiant en droit et j'ai repris sa suite à Presse Océan, puisque tout en étant lui-même étudiant, il faisait ce qu'on appelait, c'était un job d'étudiant dans les journaux, on appelait ça la police de nuit. C'est-à-dire que c'était un observatoire pendant 2 ans qui nous permettait le soir, quand les rédactions étaient désertes, de pouvoir quand même aller faire des articles, principalement sur des faits divers bien sûr, mais il n'y avait pas que le fait divers. Oui. Et ensuite, petit à petit, je voulais être avocat, j'ai perdu cette notion-là pour choisir. Je me suis dit, il y a 2 façons de défendre les gens. On peut le défendre, évidemment, en étant avocat, les défendre, mais on peut aussi les défendre par les idées et on peut les défendre par le journalisme. Et je ne le regrette pas du tout. Mais j'avais besoin de témoigner sur un certain nombre de choses qui me sont arrivées et pour lesquelles toute la vérité n'a pas été dite. Et comme on vit dans une société très manichéenne, où il y a les partisans du bien, les partisans du mal, avec une forme de dictature, souvent plus d'un côté d'ailleurs peu de l'autre, j'avais besoin quand même dans tout cela de raconter mon histoire et de ne pas la laisser raconter par d'autres. Tu as souffert comme journaliste? Bien sûr. Je suis arrivé en 74, donc c'est 6 ans après mai 68, avec une culture personnelle qui n'était pas du tout formatée pour ce monde-là. Et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert notamment le syndicat du livre, ce monopole que le Parti communiste et la CGT avaient sur le pré-presse, qui est avant l'impression, et avaient également dans les imprimeries. Alors c'était des gens qui étaient beaucoup mieux payés que nous, le double, voire le triple, donc ils pesaient sur la masse salariale des journaux, mais en même temps ils avaient comme seul diplôme la carte du PC et celle de la CGT. Donc ça montrait un petit peu... Alors évidemment j'entrais dans un monde que je ne connaissais pas. C'était le choc des cultures, plutôt école bourgeoise, catholique, moi j'arrivais et j'avais encore sur mes vestes une petite fleur de lys à la boutonnière. Oui, d'accord. D'où mai 68 chez Louis XVI. Et donc ça passait pas toujours. Mais j'ai quand même, et je le reconnais aujourd'hui, j'ai eu des confrères extrêmement marqués, très extrême gauche, très, très violents dans leur position, mais y compris chez ces eux-là, j'ai trouvé de la générosité, de l'ouverture, etc. Et c'est peut-être pour ça que j'ai continué. Et de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai continué. Puis moi, je ne suis pas manichéen. Je pense que les choix qu'on opère au cours de sa vie peuvent changer. En revanche, j'aime pas trop les gens qui vont à la soupe. Ça, moi, je l'ai jamais fait. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien la devise du marquis de la Rouërie qui a fait mettre sur ce qu'avait Chouanet. Il a appris, ça rejoint le livre, il est mort d'apoplexie le lendemain du 21 janvier 1793 quand il a appris la mort du roi. Et on a marqué sur sa tombe, il est mort de sa fidélité. Et je trouve qu'on peut se tromper, mais il ne faut pas se tromper trop souvent. Il faut aussi être fidèle à sa jeunesse, il faut être fidèle à sa formation, il faut être fidèle à ses familles.
paternelle, maternelle. Il faut être fidèle à son histoire. On ne peut pas s'inventer des tas de choses. Tu as fait plein de belles rencontres, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement. Alors Philippe de Villiers, le Puy du Fou, là on va en parler mais tout à l'heure. Jean d'Ormesson, hein, ça m'a beaucoup surpris. Ça a été un grand ami. Et quelques autres. Hein. Et je m'enorgueillis d'avoir reçu la veille de sa mort un mot extrêmement sympathique. Et j'ai vu qu'il avait demandé à ce qu'on le poste la veille de sa mort, et où il regrettait de ne pas venir à un prix que j'ai créé en Bretagne, le prix Combourg-Châteaubriand. Oui. Il l'avait reçu, et il ne pouvait pas venir cette année-là. Et ça m'a vraiment... Moi, j'ai eu deux vecteurs qui m'ont beaucoup mobilisé. C'est la littérature et les écrivains, j'en ai rencontré beaucoup, et les chefs d'entreprise. Ouais. Et on dit souvent que les chefs d'entreprise manquent de culture, c'est faux. Les chefs d'entreprise sont souvent cultivés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'en parler. Alors, on écoute le morceau de musique que tu as retenu. Oui. Gérard Manset, oui. Un jour, un être pauvre. Tu m'expliques ? Oui. Et puis je te dis où on va. J'aime cette chanson parce que je la fais mienne. Oui. Parce que y a un mot de Richelieu que j'aime bien, il dit il faut, comme les rameurs, gagner la rive à contre-courant. Et voilà un auteur qui est à contre-courant, qui parle de spiritualité. Oui. Et cette musique et cette chanson, Un jour être pauvre, ça rejoint les béatitudes. Oui. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Il faut devenir pauvre. D'accord. Contrairement à toutes les apparences. Pauvre la pauvreté, c'est pas matériel. La pauvreté, c'est spirituel. On écoute cette belle chanson et on va au Jardin de la Cure à Mortagne-sur-Sèvre, qui est un des lieux, il y a eu une guerre de Vendée, d'ailleurs, il y a eu une bataille en Mortagne. Et puis on va continuer à parler du Puy du Fou et ton parcours, je te préviens, on n'aura pas le temps de tout dire. Hein. On écoute. Alors je reviendrai. Sans pleurer de rien, sans rire de tout, comme un enfant qui repose dans la vérité des choses, s'écarter de tout, sortir, se tenir debout, comme un enfant sort du ventre et hurle, s'écarter de tout, un jour être pauvre, détaché du reste. Hervé, on est ici au Jardin de la Cure. Je trouvais que ça t'allait bien, en fait, ce lieu. Presque propice à la méditation qui t'est chère. Mon côté épiscopal. C'est ça. Ici, au milieu du bocage vendéen, dans un des hauts lieux des guerres de Vendée, je voulais que tu me parles du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué comme jamais. Je dirais presque qui m'a marqué comme un bestiau, puisque j'avais pratiquement les armes du Puy du Fou qui étaient gravées dans mon bras gauche quand je suis rentré à Nantes, et on me faisait souvent remarquer. D'abord, j'étais arrivé, moi, en Vendée comme jeune journaliste, avant que Philippe de Villiers n'ait l'idée du spectacle. Donc 74, 75 Non, un peu après, 76. 77, je crois. Je suis arrivé le 1er novembre 76. D'accord. Et par hasard, comme je m'occupais de toutes les rédactions de Vendée Matin à l'époque, je suis un jour allé au Puy du Fou. Et je me suis perdu d'ailleurs, j'avais une 4L de service, et c'est parce que je me suis perdu que j'ai pu voir le Puy du Fou. Et je ne savais pas à cette époque-là, donc automne 76, et parler un peu avec Gustave qui était l'homme, qui était le gardien en fait du Puy du Fou, qui n'est pas très causant comme le sont les Vendéens de temps en temps. Tu sais, la Vendée, c'est à la fois le mégot aux lèvres et puis la casquette qu'on baisse et qu'on remet. Ouais. C'était cette Vendée aux lèvres closes, scellée d'un signe de croix dont parlait Jean Yol. Et je ne savais pas. Et puis, en mars suivant, j'ai reçu un coup de téléphone, je le raconte dans mon livre, qui était assez drôle, puisque ma secrétaire me disait « Monsieur, il y a un monsieur Léna qui veut vous parler ». 2 fois, je lui dis « Je ne connais pas, raccroché ». Et elle me rappelle « Mais ce monsieur Léna insiste beaucoup ouais. ». Et j'ai fini par le prendre pour être gentil. Et c'était Philippe de Villiers qui m'appelait donc de Léna. Et à l'époque, de l'École nationale d'administration, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il appelait du téléphone fixe, dont les élèves pouvaient se servir. D'accord. Et donc, il y avait quelqu'un qui disait, comme dans les administrations, « Monsieur, ici Léna, on va vous passer. » Voilà. Ouais. Et c'était drôle. Et là, il m'a dit, on s'était connus peu de temps avant, puisqu'on s'était connus en mai 68 à Nantes. Il m'a dit, je sais que tu as été nommé en Vendée, j'ai besoin de toi, j'ai déjà un copain qui est conservateur des musées, qui va m'aider, et il est venu, et c'était donc quasi 1 an avant le spectacle, et on a créé le comité de lancement ensemble, et on était 4.
Il y avait Philippe, qui était notre chef. Il y avait Francis Ribémont, le conservateur des musées de Vendée, qu'il avait connu au Mans. Il y avait Alain Chrétien, qui était le sous-directeur du Crédit Agricole. Et il y avait moi, qui était jeune journaliste à La Roche-sur-Yon. Ouais. Tu en gardes vraiment un souvenir ému. Ému, oui, parce que d'abord, c'est les prémices qui sont toujours les plus belles. C'est comme en amour. Bien sûr. C'est l'approche. Non, même si l'amour peut durer, mais je veux dire, c'est très beau. Être amoureux, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, je suis d'accord, mais moi je être amoureux, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Et tomber amoureux et de la Vendée et du Puy du Fou, c'était quand même exceptionnel. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tout fait sans argent public. C'est-à-dire qu'à une époque où il y avait le cocktail Molotov et la Sébile dans l'autre main, nous, on était déjà à contre-courant. Donc j'ai toujours aimé les aventures à contre-courant. Oui. Pas un centime d'argent public. Et Philippe avait une formule absolument géniale pour enthousiasmer les cœurs. C'était de nous dire, nos ancêtres n'ont pas demandé à ce qu'on les exhume pour que nous nous fassions de l'argent de poche. Ouais. Et ça, j'avoue que cette mentalité-là, cette façon de faire, m'a plu. Puis surtout, j'ai une chance énorme, c'est que, outre le fait d'avoir été membre du comité de lancement et donc d'avoir participé à l'aventure, j'étais cavalier. D'accord. Donc j'ai dû faire 300 représentations à cheval, avec Véronique Besse, qui est maintenant maire des Herbiers, et d'autres. Et ça, c'est des souvenirs extraordinaires. On passait nos week-ends ici, dans le Haut-Bocage, donc je connais bien Mortagne, puisque c'est là que je dormais, chez mon ami Didier Bobet, ou chez les Jagneaux, je l'ai dit tout à l'heure. Et le Haut-Bocage vendéen, dans une époque qui croit de moins en moins à quelque chose, a représenté à un moment de l'histoire un bastion de fidélité exceptionnel. Voilà. Très bien. Hervé, tu as écrit ce livre, on le disait en préparant cette émission, tu l'as écrit à Solesmes, dans une abbaye, et tu l'as écrit à la main. Oui. D'abord, ce qui pour toi était important. Ah bah complètement. Solesmes d'abord parce que c'est une promesse que je m'étais faite en lisant un texte de Saint-Exupéry, très beau. J'ai beaucoup d'admiration pour Saint-Exupéry. Quand Saint-Exupéry dit le monde meurt de soif, on ne peut plus vivre de frigidaire, de bilan, de mots croisés. Et si j'avais la foi, il ne me resterait qu'un endroit où aller, c'est Solesmes. Oui. Et j'ai voulu le faire. En plus, j'y allais très souvent. Et je voulais être à l'abri un peu du monde moderne, à l'abri des bruits, des tensions du monde moderne, et être capable, tout en écrivant, d'assister aux offices. Ouais. Donc j'avais l'encens et le grégorien qui me portaient. Alors dès que j'avais fini une page, ou 2 pages, ou 3 pages, je repartais au cœur de l'abbaye, voir les moines. Je déjeunais avec eux, je dînais avec eux. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas écrire n'importe où. Alors, il y a des gens qui peuvent écrire n'importe où. Il y a des écrivains très célèbres qui écrivent que dans des hôtels 5 étoiles. Oui. J'en connais quelques-uns. Près d'une suite, face à la mer, de préférence. Ils font ça soit en échange de marchandises, soit parce que leur éditeur a les moyens de leur payer ça. Mais moi, je voulais déjà, pour écrire, me mettre dans un état de simplicité absolue. D'abandon ? D'abandon. Et peut-être que c'est ce qui manque le plus aux hommes d'aujourd'hui. C'est une époque très tapageuse, où le futile est devenu pratiquement l'essentiel, et les temps de réflexion de moins en moins importants. Écrire, c'est se retrouver soi-même, c'est se remettre en communion avec cette part de mystère qui est indéfinissable. Pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pensé ce que je pense, et où vais-je aller, et à quoi ça sert. Voilà, ce sont des questions essentielles, tout ça. Dont on n'apporte jamais la réponse complètement. Bah non, bien sûr que non. De toute façon. En tout cas, on peut continuer à se poser. Mais le cheminement, il ne peut pas se faire n'importe où. Donc moi, c'est l'écrivain vendéen que je regrette beaucoup, Gilbert Poutot, qui m'a appris ça. C'est que tu as rencontré. Qui était un ami. J'ai écrit un livre avec lui, Les enfants du pays, à 2 mains. Et le tellurisme, ça veut dire... Et là, le tellurisme, dans le Haut-Bocage à Mortagne, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose qui monte du sol. Ça, je l'avais découvert dans Les Déracinés de Maurice Barrès quand j'étais jeune, que je cite aussi. Le tellurisme, ça veut dire quelque chose. Les choses ne se passent pas de la même manière dans des endroits différents. Et donc ça aussi, j'y crois beaucoup. Et il y a quelque chose qui monte ici du sol, c'est le poids des sacrifiés et des sacrifices. Une dernière question avant de se quitter. Hervé, on est journaliste un jour, on est journaliste toujours, on a plein de projets, on ne s'arrête jamais. Tu n'as pas l'intention de t'arrêter. Non. Ce n'est pas en projet, donc il y a d'autres livres qui sont en projet. Tu nous as dit un peu de mots. Il y en a un que j'ai envie d'écrire. Est-ce que je serais capable de le faire ? Il ne faut pas non plus se prendre pour ce que l'on n'est pas. Et il faut rester modeste. Mais il y a un livre que j'aimerais écrire. C'est un livre qui mêlerait 2 laïcs et 2 religieux, avec une notion derrière de radicalité de la foi.
Oui. Et je voudrais écrire dans un mélange assez étonnant sur l'abbé de Rancé, sur Fouquet, sur Charette et sur le père de Foucault. Pour montrer comment on peut à un moment donné Très bien. tout lâcher. Voilà. Alors, merci déjà. Alors, je vous invite à prendre un dictionnaire si vous n'avez pas encore en tête tous les noms qui viennent d'être évoqués, parce que là, déjà, ça mériterait de longs développements. En tout cas, on se donne rendez-vous au prochain roman, mais si vous voulez vraiment découvrir entièrement Hervé Le Boutin, mai 68 chez Louis XVI, retrouvez Henri et vous verrez qu'il y a quelques petites similitudes. C'est paru aux éditions Les Chantuseries de l'ami Bertrand Hilligens. À la semaine prochaine. Salut. Merci Hervé.